Bonjour à tous. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de films ou de séries mettant en scène les Vikings effectuant des raids, que ce soit en Angleterre, en Normandie ou même en Méditerranée. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu une série mettant en scène des raids en Bretagne, alors que pourtant les raids Vikings en Bretagne ont eu un impact considérable sur la région. Et en bon breton que je suis, je me devais de mettre un petit peu plus en lumière cette période assez obscure. Et promis, la prochaine vidéo ne parlera pas de la Bretagne, ou presque pas. Bon, alors vous l'avez sûrement entendu dans d'autres vidéos parlant des Vikings, mais je le rappelle quand même, le terme de Viking, au sens actuel du terme, qui désigne donc ces fiers guerriers du Nord, n'est utilisé que depuis le 19e siècle. Alors il y a plusieurs étymologies possibles au mot viking, mais l'une des hypothèses est que cela vient du vieil islandais fara i vikingu, qui signifie partir en expédition ou partir en rapine. Le terme fait donc plus référence à l'activité qu'au peuple. Mais pour plus de simplicité, je vais utiliser le sens moderne du terme viking pour désigner les fiers hommes du Nord. Précision faite, on va commencer par parler de la situation en Bretagne jusqu'au 9e siècle, juste avant les premiers raids vikings. Dès le 3e siècle, mais surtout à partir du 5e siècle, des Bretons insulaires, issus de la partie ouest de l'île de Bretagne, vont migrer pour s'installer en Armorique et vont se mêler aux populations gallo-romaines qui vivaient déjà là. Au 6e siècle, la Bretagne est divisée en 3 grandes régions que l'on pourrait qualifier de royaumes. Au nord, le royaume de Domnonée, au sud-ouest, un royaume qui correspond à la Cornouaille, et au sud, ce que l'on appelle le pays de Bro-Érec ou pays de Varrock, qui deviendra ensuite le pays de Vannes. On a très peu d'informations sur ces royaumes, donc je ne vais pas m'attarder dessus. À l'origine, la souveraineté de ces royaumes passe de père en fils, mais après la mort de Clovis en 511, les Francs vont décider que la Bretagne relève de leur suzeraineté et vont eux-mêmes nommer les dirigeants, qui ne seront plus des rois, mais des comtes. Mais c'est véritablement à partir de la mort de Childebert Ier en 558 que les choses vont dégénérer. Les Francs refusent de reconnaître l'indépendance des Bretons, ce qui va entraîner un conflit de plusieurs siècles entre les deux peuples. Cela va surtout se traduire du côté breton par des raids sur les pays de Rennes et de Nantes qui ne font pas encore partie de la Bretagne, et du côté franc par des contre-offensives et la pratique de la terre brûlée. Au 7e siècle, on ne sait pas trop ce qu'il se passe en Bretagne, faute de sources, mais il semblerait qu'à partir de 691, les Bretons profitent des dissensions mérovingiennes pour s'émanciper de l'autorité franque. Les choses vont encore évoluer à partir de 751, date à laquelle Pépin le Bref monte sur le trône des Francs et installe la nouvelle dynastie carolingienne. Pépin puis Charlemagne vont reprendre l'expansion du royaume franc qui était à l'arrêt depuis un siècle et demi, et dans ce contexte, la soumission de la Bretagne va devenir un objectif important. Les Bretons ne parviennent pas à dresser un front uni face à l'envahisseur, ce qui fait que les Carolingiens vont prendre Vannes et créer les Marches de Bretagne, une zone militarisée qui comprend les comtés de Vannes, de Rennes et de Nantes. Cette vaste circonscription a surtout pour but de contenir et de soumettre les Bretons. En 799, une expédition carolingienne parvient à soumettre toute la Bretagne, qui est plus ou moins intégrée au royaume franc et soumise aux institutions franques. C'est aussi en 799 que pour la première fois, des navires vikings sont signalés le long des côtes bretonnes. Ces navires vont finalement aller piller le monastère de Saint-Philibert sur l'île de Noirmoutier, et à ce moment-là, personne ne s'en soucie vraiment. Si les Francs contrôlent la Bretagne à partir de 799, ce contrôle est quand même très fragile. Les révoltes sont très nombreuses, au point que Charlemagne doit mener une nouvelle expédition militaire en 811. Et cela ne va pas s'arranger sous le règne de Louis le Pieux, le fils de Charlemagne. Tous les 3 ou 4 ans, il est obligé d'intervenir militairement en Bretagne pour calmer les révoltes indépendantistes des Bretons qui sont désormais à peu près unis. À partir de 830, Louis le Pieux est affaibli à cause du conflit avec ses fils et l'année suivante, il décide de nommer un Breton du nom de Nominoé, comte de Vannes et représentant de l'empereur en Bretagne. Louis le Pieux meurt en 840 et son royaume est officiellement divisé entre ses 3 fils en 843. C'est Charles le Chauve qui reçoit la Francie occidentale et en devient le roi. Profitant de cet affaiblissement, l'année suivante, en 844, Nominoé se révolte officiellement contre Charles. Les raids vikings qui s'intensifient en Francie occidentale avec notamment le pillage de Nantes en 843 et le siège de Paris en 845
vont encore affaiblir le pouvoir carolingien. À nouveau, les Bretons vont saisir l'opportunité et bien qu'en infériorité numérique, ils remportent plusieurs victoires contre Charles le Chauve, le contraignant à faire d'importantes concessions. En 846, Nominoé devient souverain de la Bretagne. En 850, il s'empare de Rennes et de Nantes et l'année suivante, en 851, le traité d'Angers cède officiellement Rennes et Nantes à la Bretagne et reconnaît Erispoé, le fils de Nominoé, comme roi de Bretagne. Même si sur le papier Erispoé doit rendre hommage au roi Charles, la Bretagne devient un royaume indépendant en 851. Je vous ai dit dans la partie précédente que les Bretons ont profité des raids vikings qui ont affaibli les Francs. Mais durant cette période, les Bretons doivent aussi faire face à des incursions vikings. Ces derniers vont même vaincre les Bretons à 3 reprises, ce qui va forcer Nominoé à acheter leur départ. Mais cela ne l'empêche pas de vaincre les Francs, comme on l'a vu. En 851, Erispoé succède à son père, mort la même année, et règne sur un royaume de Bretagne désormais indépendant. Dans le même temps, les raids vikings vont s'intensifier, ce qui va causer de sérieux problèmes au siècle suivant. D'ailleurs, les Vikings, c'est bien le premier problème que va devoir gérer Erispoé. En 853, ils érigent un camp fortifié sur l'île de Biesse, qui correspond aujourd'hui à la partie nord de l'île de Nantes. De là, ils remontent la Loire et pillent toute la région. Erispoé met du temps à réagir, puis il finit par s'allier à Cédric, un chef viking, afin de lutter contre un autre chef viking, un certain Guthfrider. Ensemble, Cédric et Erispoé attaquent le camp de Guthfrider. La bataille est très violente et n'est interrompue que par la tombée de la nuit. Mais au petit matin, les deux chefs vikings se sont réconciliés et partent ensemble piller Nantes et Redon. Ils prennent ensuite la direction de la Seine et vont piller Rouen en 855. Le résultat est que Nantes est totalement ruinée, sans compter le fait que des camps vikings sont toujours présents à l'embouchure de la Loire. La menace est donc bien présente. Erispoé se rapproche alors de Charles le Chauve et envisage une alliance avec lui. Malheureusement, il est assassiné en 847 par son cousin Salomon qui devient roi à sa place. Malgré son couronnement dans le sang, Salomon va se révéler être un grand roi qui va faire beaucoup pour la Bretagne. On parle même de premier âge d'or breton pour désigner son règne. Pourtant, il a beaucoup à faire. Le début de son règne est étroitement lié aux Vikings, mais aussi aux querelles de pouvoir chez les Francs. En 859, Salomon s'allie à Robert le Fort, l'arrière-grand-père duc Capet, et à Pépin II d'Aquitaine, tous deux en révolte contre Charles le Chauve. Mais 2 ans plus tard, Robert se rallie au roi carolingien. En 862, Salomon va alors engager des mercenaires vikings pour attaquer Robert le Fort, qui va d'ailleurs massacrer ses mercenaires. Entre-temps, Louis, le fils de Charles, a fait sécession et s'est rallié à Salomon. Après quelques autres batailles et massacres, Charles finit par négocier avec Salomon en 863. En échange d'un tribut, le roi breton reçoit la région dite entre deux eaux, une région située entre la Mayenne et la Sarthe. Mais dès 865, Salomon cesse de verser le tribut et la guerre reprend. L'année suivante, en 866, il va s'allier au chef danois Hasting et une armée composée de Danois et de Bretons va piller la région du Mans. Ils finissent par se retrouver assiégés dans une église par Robert le Fort et Ramnulf, comte de Poitiers. Durant la nuit, les Dano-Bretons vont faire une sortie audacieuse et tuer les chefs francs Robert et Ramnulf. Après cela, les Francs vont paniquer et s'enfuir. Inquiet de cette alliance entre les Bretons et les Danois, Charles le Chauve décide en 867 de faire la paix et signe le traité de Compiègne. Ce traité va céder le Cotentin, l'Avranchin et les îles anglo-normandes aux Bretons. Salomon va aussi être officiellement exempté du versement du tribut. En échange, les Bretons doivent défendre les côtes contre les Vikings de l'embouchure de la Vire à l'embouchure de la Loire. Ce traité marque l'apogée territoriale de la Bretagne, qui est alors au sommet de sa puissance. Pour couronner le tout, l'année suivante, en 866, Charles reconnaît officiellement Salomon comme roi de Bretagne. Mais malgré cet accord, Salomon va surtout faire en sorte que les Vikings épargnent son royaume, tantôt par des batailles, tantôt par des accords financiers. Il faut dire que l'aide militaire que les Francs lui avaient promise n'arrive jamais. Il reçoit simplement l'aide ponctuelle du Glabé, le comte d'Anjou et le successeur de Robert le Fort.
Grâce à cette politique de Salomon et malgré la présence des Vikings aux alentours de Nantes, la Bretagne est relativement épargnée par leur pillage. En 872, le Danois Hastings s'empare d'Angers, ce qui force pour une fois Charles le Chauve à réagir. L'année suivante, il fait appel à Salomon et ensemble ils vont assiéger la ville d'Angers. Au bout de 4 mois, Hastings finit par se rendre grâce à un astucieux stratagème du roi breton. Mais Charles n'exploite pas cette victoire et demande simplement à Hastings une énorme rançon et sa promesse de quitter le royaume, ce qui permet à Hastings de retourner dans son camp près de la Loire et évidemment de ne pas partir. Quoi qu'il en soit, le prestige de Salomon est alors à son maximum, ce qui permet à l'église bretonne de prendre son indépendance en reconnaissant désormais l'évêque de Dole et non plus l'évêque de Tours. La menace viking est temporairement écartée, ce qui permet à Salomon de gouverner sereinement la Bretagne. Malheureusement pour lui, il se fait assassiner en 874. Il laisse la trace d'un grand souverain, probablement le plus grand que la Bretagne ait connu, en réussissant tout à la fois à s'imposer auprès de son peuple, à repousser la menace viking et à trouver un accord avantageux avec les Francs. L'assassinat de Salomon en 874 va complètement bouleverser l'équilibre fragile qui existait entre les Bretons, les Vikings et les Francs, et cela aura des conséquences catastrophiques pour la Bretagne. Les meurtriers de Salomon ne parviennent pas à s'entendre et cela va déboucher sur 15 ans d'une violente guerre civile opposant Gurvan, comte de Rennes, à Paskveten, comte de Vannes. D'abord mis en échec, le comte de Vannes n'hésite pas à engager des mercenaires vikings, mais il est encore battu par Gurvan, qui malade meurt le soir de sa victoire. Paskveten va le suivre dans la tombe quelques mois plus tard, et le combat se poursuit entre Judicaël, le fils de Gurvan, et Alain, le fils de Paskveten. Pendant ce temps, les Vikings profitent de la confusion pour ravager la Bretagne, et en plus de cela, ils reçoivent en renfort les Scandinaves chassés d'Angleterre par le roi Alfred le Grand. En 882, Louis III tente d'intervenir en louant les services du Danois Hastings, mais celui-ci refuse et préfère quitter définitivement la Loire pour se rendre en Flandre, puis en Angleterre. De son côté, Louis III va mourir quelques semaines plus tard, ce qui fait que la situation n'est absolument pas réglée. Il faut attendre 888 pour que Judicaël et Alain, devant la gravité de la situation, se décident enfin à s'entendre pour régler le problème viking. Judicaël combat le premier en 888 et sort victorieux, mais trouve la mort au cours de la bataille. Alain va à son tour combattre les hommes du Nord et remporter plusieurs victoires décisives entre 888 et 891. Ces victoires vont lui octroyer le surnom de Le Grand, mais surtout une autorité incontestée en Bretagne. La paix retrouvée va durer jusqu'à la mort d'Alain en 907. Malheureusement, sa mort va ouvrir une nouvelle période d'instabilité politique pour la Bretagne. Ses fils se disputent le pouvoir et aucun ne parvient à s'imposer. En 911, le roi franc Charles le Simple cède aux Vikings le territoire qui correspond aujourd'hui à la Haute-Normandie. Ce qui fait que les Vikings qui ne veulent pas s'y installer vont redescendre vers la Loire et piller la Bretagne à partir de 913, profitant de l'instabilité politique qui y règne. Les Vikings sont parfaitement au courant des querelles de pouvoir et de l'instabilité qui règne en Bretagne, et ils ne vont pas se gêner pour en profiter. Ils vont commencer par s'installer dans la rade de Brest et piller l'abbaye de Landévennec, ce qui va provoquer la fuite des moines de l'abbaye et le début d'une exode du clergé breton qui va durer pendant plusieurs décennies. Au courant de ce succès et de la faiblesse de la Bretagne, d'autres Vikings vont débarquer et s'installer autour de Nantes. Partout, la résistance bretonne s'effondre et de nombreux nobles fuient en Angleterre, en Bourgogne ou en Aquitaine. En 919, une importante flotte viking menée par le Norvégien Raguenold va débarquer à Nantes. Ils prennent facilement la ville et en 920, Raguenold est considéré comme le seul chef politique de la Bretagne. En 921, le comte Robert Ier, le grand-père d'Hugues Capet, tente de reprendre Nantes, mais il échoue tout comme son fils Hugues le Grand, qui lui échoue en 927. Entre-temps, la Bretagne est devenue une terre viking. Des principautés scandinaves apparaissent un peu partout et plusieurs chefs se partagent le contrôle du territoire, même si Raguenold reste le plus puissant.
La domination des Vikings sur la Bretagne va durer jusqu'en 936 et on sait assez peu de choses sur ce qu'il se passe en Bretagne à cette époque, car les sources sont assez rares. Durant cette période, les hommes du Nord, en plus de piller et ravager la Bretagne, organisent des raids sur tous les royaumes voisins et louent ponctuellement leurs services comme mercenaires, principalement pour les Francs. La Bretagne est en passe de devenir une seconde Normandie. Mais à la différence de la Normandie, qui a un chef en la personne de Rollon, les Vikings installés en Bretagne, eux, n'en ont pas. Après la mort du Norvégien Ragnold entre 925 et 930, aucun chef ne parvient à s'imposer. Et autre différence avec la Normandie, en Bretagne il n'y a pas de tentative de colonisation, simplement une occupation militaire. Cette occupation va continuellement piller la Bretagne et servir de base pour mener des raids chez les Francs. Mais les Vikings ne cherchent absolument pas à administrer la Bretagne ou à y implanter des colonies de peuplement. Justement, en 931, des Vikings venus de toute la Bretagne vont se rassembler sur la Loire pour mener une grande expédition contre les Francs. Certains nobles bretons en exil vont revenir en Bretagne pour soulever la population contre les Vikings. Mais le nouveau duc de Normandie, Guillaume Longue-Épée, décide d'intervenir pour aider les Scandinaves, ce qui fait que la révolte bretonne est un échec. Il en profite également pour récupérer l'Avranchin et le Cotentin. Cette intervention dessine les frontières définitives de la Normandie et de la Bretagne. Les Vikings de la Loire vont quand même sortir très affaiblis de toute cette histoire, surtout qu'en 935, ils subissent une très lourde défaite en tentant de s'aventurer en Berry. De l'autre côté de la Manche, un jeune breton en exil du nom d'Alain Barbetorte, qui avait participé au soulèvement de 931, est mis au courant de l'échec viking par un abbé breton. Il sent que cette fois, il va pouvoir reconquérir sa terre. Alain Barbetorte n'est pas n'importe qui, il est le petit-fils du dernier roi breton, Alain le Grand, et son seul descendant encore vivant. Il a donc pour lui la légitimité, sans compter que le duc de Normandie est occupé de son côté et ne compte pas réintervenir en Bretagne. Du côté franc, le roi Raoul, comme ça maintenant vous savez qu'il y a un roi franc qui s'appelait Raoul, est malade et va d'ailleurs mourir en janvier 936, et de toute façon à cette époque les rois francs ont un peu perdu en autorité. Mais globalement, les Francs soutiennent le retour des Bretons. Tout est donc pour le mieux, et il ne reste plus qu'à chasser les envahisseurs de la Bretagne. Alain débarque à Dole en 935 et massacre une bande de Vikings qui festoyait dans la cathédrale de la ville. Il reprend ensuite la mer et anéantit le camp viking de Péran, situé sur l'actuelle commune de Plédran, près de Saint-Brieuc. En 936, il prend la direction de Nantes en repoussant tous les Scandinaves qu'il croise sur sa route, puis lance l'assaut sur la ville qu'il prend rapidement. Il fait ensuite de Nantes la nouvelle capitale de la Bretagne et entreprend de renforcer ses défenses. Cette victoire libère une bonne partie de la Bretagne de la domination scandinave et permet à la plupart des nobles bretons en exil de revenir, mais elle ne met pas un terme définitif à la menace viking. Ces derniers se regroupent dans le comté de Rennes, malgré les efforts acharnés du comte Béranger pour les repousser, le comte Béranger qui est d'ailleurs l'un des rares bretons à ne pas être parti en exil. Les Vikings se sont regroupés dans une forteresse sans doute à Trans et en août 939, le comte Béranger reçoit le renfort d'Alain Barbetorte et de Hugues le Grand. Ensemble, ils remportent la victoire et jettent définitivement les Scandinaves hors de Bretagne. Des raids vikings ont encore lieu comme en 944 où ils vont brièvement revenir et saccager la ville de Dole, mais la victoire de 939 met un terme définitif à l'occupation viking de la Bretagne. Une fois la menace viking écartée, Alain va s'efforcer d'établir un solide pouvoir en Bretagne. Il va réaffirmer l'autorité religieuse de la Bretagne et réussir à s'entendre avec Béranger, le comte de Rennes. Il va aussi s'allier au comte de Poitou et au comte de Blois afin de renforcer le poids de la Bretagne. Mais les bases de son pouvoir restent fragiles, si bien qu'il ne peut pas récupérer le titre royal de son grand-père et doit se contenter du titre de duc. Sa mort prématurée en 952 n'arrange pas les choses, surtout que son seul fils légitime, Drogon, est encore un enfant et va d'ailleurs mourir rapidement. Cela va entraîner de nouvelles querelles de pouvoir, cette fois-ci entre les comtes de Nantes et de Rennes. Ce sont finalement ces derniers qui vont s'imposer à la fin du siècle et assurer la prééminence de la maison de Rennes.
Quel est le bilan de ces 15 années d'occupation scandinave? Comme on l'a vu, en Bretagne, les Vikings ne cherchent pas à installer de colonies, ils ne cherchent pas à imposer leurs institutions et ils ne cherchent pas à développer le commerce. Non, tout ce qu'ils veulent, c'est occuper militairement le territoire, piller et mener des raids. C'est quand même assez spécifique à la Bretagne, parce qu'ailleurs, les Vikings essaient quand même de s'implanter durablement, comme en Irlande par exemple, où ils vont développer des comptoirs commerciaux. Mais rien de tout ça en Bretagne. En fait, on pourrait dire que les Vikings qui occupent la Bretagne au Xe siècle sont un peu des purs et durs, des guerriers qui veulent simplement piller, sans s'occuper de développer le territoire sur lequel ils se trouvent. Ce qui fait qu'après 15 ans d'occupation nordique, la Bretagne est totalement ruinée et ravagée. Ceci dit, il faut quand même relativiser. Si effectivement les monastères, la vallée de la Loire et le littoral du département actuel des Côtes-d'Armor sont complètement ravagés, dans le reste de la Bretagne, il n'y a pas eu d'exode massif de la population. Même les élites qui sont parties en exil ne sont au final parties qu'une quinzaine d'années, et le fait que les Vikings n'aient pas cherché à coloniser la Bretagne limite fortement l'impact de leur présence sur le long terme. Les bilans humains, matériels et financiers des raids puis de l'invasion viking sont impossibles à établir, mais il semblerait quand même que dans la conscience collective, ces invasions vikings ont laissé une trace profonde. Ces invasions vont aussi avoir des conséquences géopolitiques assez importantes pour la Bretagne. D'abord, la promotion de Rennes et de Nantes comme capitale de la Bretagne au détriment de Vannes. Rennes et Nantes qui, pour rappel, ne sont bretonnes que depuis 851. Cette prééminence des deux anciennes villes franques va accélérer le phénomène de francisation de la Bretagne, en particulier des élites. Et paradoxalement, les conflits avec les Francs, mais surtout les invasions vikings, ont favorisé la volonté des Bretons de s'imposer comme un État celtique autonome et ont favorisé l'émergence d'une Bretagne indépendante. On a aussi au Xe siècle une fragmentation et un affaiblissement du pouvoir breton. Alain Barbetorte ne songe même pas à récupérer le titre royal de son grand-père. Le pouvoir épiscopal va lui aussi ressortir affaibli de cette période, tandis que les paysans libres vont plus que jamais former la base sociale du duché. Et enfin, dernière modification importante, les Vikings ont contribué à couper les relations avec les Bretons se trouvant de l'autre côté de la Manche. Depuis les migrations du 5e siècle, les Bretons de la Grande et de la Petite Bretagne ont toujours entretenu des relations étroites, considérant presque la Manche comme une mer intérieure. Les Scandinaves vont mettre un terme à ces relations en coupant pendant plusieurs décennies les voies maritimes qui étaient pourtant empruntées depuis la protohistoire. Les Vikings ont eu un impact considérable sur la Bretagne. Ils ont d'abord indirectement servi les intérêts bretons en affaiblissant les Francs, ce qui a permis aux Bretons de prendre leur indépendance et de former le royaume de Bretagne en 851. Mais au siècle suivant, les Vikings ont cette fois profité des troubles internes à la Bretagne pour envahir et détruire le royaume. Au final, on constate que la principale cause de l'affaiblissement de la Bretagne, ce sont les Bretons eux-mêmes. Les rivalités constantes entre les aristocrates bretons et entre les différents comtés ont créé un terreau favorable d'abord à l'invasion franque, puis à l'invasion viking. Mais on constate aussi que malgré ces troubles internes, lorsque la Bretagne est envahie, les Bretons ont réussi à s'unir pour regagner leur indépendance. Entre 844 et 851 pour se débarrasser de la domination franque, puis en 936 pour se débarrasser de la domination viking. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de commenter, partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir et de soutenir mon travail. On se retrouve bientôt pour la suite de l'histoire des empereurs romains. Et d'ici là, portez-vous bien.